L'Assemblée nationale a accordé un délai supplémentaire de 48 heures aux confessions religieuses afin de transmettre les dossiers complets de leurs candidats à la CENI. La dernière rencontre s'était soldée en queue de poisson avec deux camps, l'un opposé à la candidature de Denis Kadima, soutenu par les 6 autres confessions. Les meurtres de Chama Kouete, les cours suspendus à l'université de Kinshasa ne vont reprendre qu'après l'inhumation du jeune étudiant. Ainsi en a décidé le comité de gestion. En début de semaine, de heurts ont eu lieu sur le campus en contestation à ce meurtre. Et célébration ce jeudi de la journée nationale de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassomba, a rappelé les impératifs d'une presse libre et autonome, notamment la diffusion des informations vraies et vérifiées. Et puis l'ASBL Initiative Plus OLK s'ouvre désormais aux questions juridiques en favorisant l'accès aux plus démunis à la justice. Des consultations juridiques se feront gratuitement au sein de l'ASBL. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. On assiste apparemment au bis repetita de la désignation contestée de Ronsard Malonda. Les confessions religieuses sont encore une fois dans l'impossibilité de trouver un candidat commun à la tête de la CENI. L'Assemblée nationale a décidé d'accorder un délai supplémentaire de 48 heures aux pères spirituels afin de transmettre les dossiers complets de leurs candidats. Les nœuds du problème, la candidature contestée par les catholiques et les protestants de Denis Kadima, une candidature portée par les 6 autres confessions. Après l'échec du consensus sur la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, les 2 ailes des confessions religieuses ont été reçues tour à tour par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, pour essayer de trouver un compromis. Mais au sortir de l'audience, les 6 confessions religieuses refusent de confirmer les dépôts, mais disent être ouverts à la discussion avec les catholiques et les protestants. Mais je crois que c'est très tôt de dire qu'on ne doit pas se voir ou on doit se voir. Je vous laisserai plutôt la largesse d'observer et de voir si on arrivera à nous mettre ensemble pour cette raison ou pas. On peut ne pas se mettre ensemble pour cette raison, mais pour le reste des choses, on est ensemble et on restera ensemble. Entre-temps, les 2 autres confessions sont sorties de l'audience sans rien dire à la presse, selon l'article 17 de la charte constitutive des confessions religieuses. Seuls le président et le vice-président, respectivement l'ASENCO et l'ECC, peuvent engager la composante. Dans ce cas, que fera l'Assemblée nationale et le président de la République quand on sait qu'en juillet 2020, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait refusé de nommer Ronsard Malonda à la tête de la CENI pour cause que les PV de désignation n'étaient pas signés par la CENCO et l'ECC qui engagent cette plateforme. Peut-être la jurisprudence pourrait s'appliquer. Et la reprise des cours n'aura finalement pas lieu ce jeudi à l'université de Kinshasa. Le comité de gestion a décidé de la renvoyer après l'enterrement du jeune étudiant décédé par balle à la suite d'un accrochage avec la police. Les lundis, les étudiants avaient manifesté contre le meurtre de Chama Kouete. Des heurts avaient éclaté sur le site du campus entre les manifestants et la police. L'inhumation du jeune étudiant aura lieu ce samedi. Et à ce sujet, le chef de l'État a reçu à la Cité de l'Union africaine le représentant des étudiants de la RDC. Le président de la République a garanti qu'il y aura des poursuites judiciaires contre le meurtrier et un accompagnement sera assuré à la famille du défunt. Reportage de la presse présidentielle. La représentation des étudiants de la RDC a été reçue ce mercredi 28 août dans la soirée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la Cité de l'Union africaine. Leurs échanges ont tourné autour de l'assassinat d'Honoré Chama, étudiant de l'Université de Kinshasa en 2e graduat communication à la faculté des lettres. Et nous sommes représentation des étudiants au niveau de la République. Nous sommes venus échanger avec le président suite à l'assassinat de notre camarade Honoré Chama. Une situation très stressante. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avions lancé une sonnette d'alarme. Et le chef de l'État, il a ouvert son cœur, il nous a récit avec qui nous avions échangé sur plusieurs points essentiels.
Le chef nous a rassurés. D'ailleurs, il a même anticipé les événements parce qu'il avait déjà reçu la famille de l'illustre disparu. Le chef de l'État nous a promis qu'il va également accompagner cette famille. Il va faire en sorte que cette famille se sente vraiment protégée. Et nous sommes venus également demander au chef non seulement d'accompagner la famille et également d'immortaliser cet étudiant qui a été assassiné, et aussi de demander que la justice soit faite. Sylvain Katombe, président des étudiants du Congo, a indiqué que la situation actuelle à l'UNIKIN est sous contrôle et a appelé tous les étudiants du pays au calme. Pour l'instant, la situation est très à l'aise. Nous avions multiplié les stratégies avec les coordonnateurs de l'UNIKIN, ici présents avec toute l'équipe. Nous avions mis une très bonne politique sur place, non seulement à l'UNIKIN, même dans d'autres universités de la République. C'est l'une des raisons pour laquelle nous appelons tous les étudiants de la République au calme. Le chef de l'État est saisi, il nous a réussi, il nous a rassuré son accompagnement. Nous sommes sûrs et certains qu'il est en train de suivre cette situation de près. Donc il suit cette situation de près en tant que président de la République. Il a également présenté ses condoléances à toute la communauté estudiantine de la République. C'est l'une des raisons pour laquelle nous lançons un message au calme et nous croyons en notre justice. Nous croyons également à ce que le chef de l'État nous a dit que cette situation sera gérée. Rappelons qu'Honoré Chama a été assassiné le samedi 24 juillet dernier au quartier Libération dans la commune de Silembaou en plein tournage d'une pièce théâtrale dans le cadre de son travail pratique. Et le chef de l'État sera en Allemagne le 27 août pour prendre part en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine au sommet des États Compact for Africa. L'émissaire allemand Lars Gerrit Lehmann lui a remis l'invitation de la chancelière allemande Angela Merkel. Afin de promouvoir les investissements en Afrique par des investisseurs privés, la chancelière allemande Angela Merkel a envoyé son chargé de mission adjoint Lars Gerrit Lehmann en République démocratique du Congo afin de remettre au chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo une invitation pour prendre part au sommet des États des Compact for Africa. J'ai l'honneur de remettre à Monsieur le Président, en tant que président de l'Union africaine, une invitation personnelle de la chancelière d'Allemagne à une conférence au sommet des États de Compact for Africa. Il y aura une conférence le 27 août à Berlin. Le Compact for Africa, ça c'est une initiative des États du G20 qui a été adopté à l'initiative de l'Allemagne lors de la présidence de l'Allemagne du G20 en 2017 en tant que président de l'Union africaine. Il discutait avec les dirigeants des autres pays les possibilités de promouvoir l'économie en Afrique. Ce sommet économique Allemagne-Afrique, qui est déjà à sa 4e édition, aura lieu le 27 août prochain à Berlin, la capitale allemande. Ceci boostera sans aucun doute les investissements privés en Afrique. Et célébrée normalement le 22 juillet, la journée nationale de la presse du Congo a eu lieu ce jeudi. Le thème choisi pour cette année est comment plutôt combattre la désinformation. Le président de l'UNPC Kinshasa a rappelé son discours de campagne qui s'était appesanti également sur la lutte contre la désinformation. Je remercie notre comité national à l'occasion de cette journée de la presse pour nous permettre de creuser cette problématique de l'infox, comme on le dit aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir notre ministre qui a comme principe fondamental depuis qu'il est arrivé de construire, pas de détruire, de protéger, mais pas de couvrir les méfaits de notre nation. Et nous espérons qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous aurons à apprendre auprès des acteurs qui sont déjà là. Et je vous invite, ici à Kinshasa, à nous apaisantir sur cette journée. Non seulement ça va nous permettre de clarifier notre travail, de nous protéger des cas échéants, mais surtout de faire notre métier dans les règles de l'art. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue
ici et nous espérons qu'on passera une très bonne journée. Et l'ASBL Initiative Plus OLK compte désormais une branche juridique qui favorise l'accès à la justice aux plus démunis grâce aux consultations gratuites. C'était une occasion pour l'ancienne première dame Olive Lembe-Kabila d'appeler le chef de l'État à s'impliquer pour une justice effective et non sélective. Un noyau d'accompagnement pour une justice équitable pour tous. Un bâtiment bien aménagé pour répondre aux nombreuses demandes de faibles victimes d'injustice. Des allocations qui se sont succédées, la coordonnatrice de la cellule, Aïda Moumat, a expliqué la contribution de sa nouvelle structure dans le secteur juridique congolais. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui s'est représentée par son directeur de cabinet adjoint, Honoré Michabo, a promis d'accompagner cette initiative. Béatrice Loméa, ancienne ministre d'État au genre, famille et enfants, a félicité Marie-Olive Lembe-Kabila pour cette cellule qui va aider les plus faibles à être remis dans leurs droits. À son tour, Marie-Olive Lembe-Kabila a invité le chef de l'État, garant de la nation, à s'impliquer dans sa vision de l'État de droit, à prôner pour une justice équitable. Appel au magistrat suprême qui se trouve être notre président, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour qu'il puisse jeter un œil particulier à notre justice pour le moment, puisqu'elle apparaît un tout petit peu sélective. Je suis sûre que cette voie lui parviendra en bonne et due forme, tout en espérant de son implication personnelle. Les artistes, musiciens et comédiens ont aussi à leur manière démontré l'importance de cette cellule pour ceux qui n'ont pas des moyens, qui ont désormais un endroit et une porte qu'ils peuvent voir s'ouvrir pour obtenir des solutions à leurs problèmes juridiques. Et la rédaction de Télé 50 profite de cette occasion plutôt pour souhaiter un heureux anniversaire à l'ancienne première dame Olive Lembe-Kabila. Au nom de tout le personnel, nous lui formulons nos vœux de bonheur et de prospérité. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a lancé les activités de sensibilisation et de conscientisation en prévision de la journée mondiale pour la dignité des victimes de traite des personnes célébrée chaque 30 juillet. Le lancement a eu lieu au cours d'un point de presse tenu hier mercredi au Palais de la Nation. Dans son discours, la coordonnatrice Cécile Rebecca Meta-Kassanda a souligné l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans sa politique de promotion des droits humains a confié la tâche à l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour l'éradication totale de la traite en République démocratique du Congo. La traite des personnes est un crime odieux. Elle consiste en une exploitation d'une personne par son semblable, afin d'en tirer un profit financier ou un profit matériel, au profit de la personne qui l'exploite. Et tout cela en profitant de la vulnérabilité des victimes. C'est dans cette optique que l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a annoncé au cours de ce point de presse le travail de sensibilisation sur toute l'étendue de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a 3 mois après sa prise de fonction en tant que chef d'État, créé par ordonnance un service spécialisé dénommé Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. À l'occasion de la Journée mondiale pour la dignité des victimes de la traite des personnes qui sera célébrée ce 30 juillet, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes organisera à Béatrice Hôtel une séance de travail qui consistera en la conscientisation de l'opinion sur ces actes intolérables sous le thème « Ensemble, dénonçons et combattons la traite des personnes en République démocratique du Congo ».
Et à l'international, le nouveau président péruvien Pedro Castillo a pris officiellement ses fonctions hier mercredi 28 juillet à l'issue d'une cérémonie d'investiture organisée au Congrès à Lima. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs chefs d'État. Il a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 28 juillet devant toutes les instances compétentes de la République réunies au Congrès à Lima, mais aussi en présence du roi d'Espagne Felipe VI, le président colombien Iván Duque et le chancelier vénézuélien du gouvernement de Nicolás Maduro. Dans son speech, le nouveau président péruvien Pedro Castillo a rappelé que lors de la campagne électorale, la population a eu peur en lui faisant croire qu'une politique d'expropriation allait être appliquée. Pedro Castillo a prêté serment 6 semaines plus tard après l'annonce de sa victoire au second tour de l'élection présidentielle. Cette cérémonie de haute facture pour la République s'est déroulée dans un cadre très approprié avec une sécurité bien assurée par plus de 100 000 policiers. Pedro Castillo accède à la magistrature suprême dans un contexte particulier avec la crise socio-économique qui frappe le pays, mais également alors que ce dernier s'apprête à fêter ses 200 ans de la proclamation de l'indépendance. Et en Tunisie, les appels se multiplient en faveur de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé à la nomination rapide d'un premier ministre après le coup de force du président Kaïs Saïd qui s'est octroyé le pouvoir exécutif. Le chef de l'État s'est adressé mercredi dans une vidéo aux acteurs économiques du pays. Il était attendu sur la nomination des nouveaux chefs du gouvernement, mais Kaïs Saïd a préféré botter en touche ce mercredi soir dans son discours. Il a énoncé des mesures qui rappellent fortement son programme électoral de 2019. Kaïs Saïd a dénoncé les 4 millions d'euros volés par les hommes d'affaires corrompus sous la dictature et leur proposé une forme de réconciliation. Sont concernés 460 personnes dont les noms ont été répertoriés dans les rapports d'une commission d'enquête sur la corruption et les violations sous Ben Ali, publié en 2011. Kaïs Saïd leur propose d'investir dans les projets hôpitaux ou écoles par exemple, au sein des régions défavorisées, des projets choisis par ordre des priorités via des comités régionaux populaires. Le chef de l'État tunisien a également appelé à la baisse des prix des denrées alimentaires, source de souffrance selon ses mots pour de nombreux Tunisiens. Kaïs Saïd s'est entretenu sur le point dans la journée avec Itika, les syndicats patronaux. Aujourd'hui, même si ces actions sont encore contestées par plusieurs forces politiques, le président tunisien peut compter sur l'appui de quelques syndicalistes, notamment la puissance centrale syndicale qui, après l'avoir soutenu, va lui proposer une feuille de route dans les jours à venir. À l'étranger, les inquiétudes sont toujours présentes sur l'issue de cette crise. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé mercredi à la nomination rapide d'un chef du gouvernement en Tunisie, tout en rassurant sur le soutien de la France pour faire face à la situation sanitaire dans le pays. Et on termine en sport, c'est une entrée ratée pour la judokate Marie Brandser aux Jeux Olympiques Tokyo. La Congolaise d'origine allemande a été battue et éliminée ce jeudi par la Russe Alexandra Babintseva dans la catégorie de moins de 78 kilos. L'autre Congolais qui a quitté la compétition, c'est David Chama. Le capitaine de l'équipe nationale en boxe, David Chama, n'a pas fait les poids devant Darrell Valsen Jr. dans la catégorie des 78 kilos en perdant sur le score d'un but contre 4. Alors qu'il était jusqu'ici le seul athlète congolais qui a enregistré une victoire dans ces Jeux Olympiques après avoir battu au point le Camerounais Sein Chengwe. L'aventure s'arrête en 8e de finale pour celui qui portait sur ses épaules frêles l'espoir de la RDC en noblard. Parti avec une équipe de 4 boxeurs à Tokyo, la RDC ne reste qu'avec une athlète et un autre en athlétisme. La déception a commencé au petit matin avec l'élimination de Marie Brandser qui a été battue par la Russe Alexandra Babintseva en 16e de finale sur le tatami des Nippon Budokan alors que ce combat était le plus attendu par les Congolais. Marie Brandser,
qui participait pour la première fois à ces Jeux olympiques, ne cachait pas sa détermination, celle de ramener au pays une médaille. Malheureusement, elle est tombée sur une adversaire coriace et expérimentée, médaillée de bronze lors des championnats du monde de 2018. Les chances de la RDC de glaner une médaille dans ces Olympiades se sont amoindries certes, mais il faudra encore garder espoir et voir ce que Yumba Thérèse va proposer ce vendredi face à la Ouzbek Kodirova Raikona et Olivier Mwimba en athlétisme dans les épreuves de 100 mètres. Dans la même discipline, sur le continent, 14 athlètes ont été écartés de la course pour n'avoir pas respecté les règles en matière de contrôle antidopage à assurer l'unité d'intégrité de l'athlétisme. En football, la Côte d'Ivoire et l'Égypte se sont qualifiés pour les quarts de finale. Hier, les éléphants U23 ont imposé un nul d'un but partout aux Allemands, synonyme d'une qualification à la prochaine étape. Même chose pour l'Égypte qui a battu l'Australie sur le score de 2-0. Place au rappel des principaux titres à présent. L'Assemblée nationale a accordé un délai supplémentaire de 48 heures aux confessions religieuses afin de transmettre les dossiers complets de leurs candidats à la CENI. La dernière rencontre s'était soldée en queue de poisson avec deux candidats, deux camps plutôt, l'un opposé à la candidature de Denis Kadima, soutenu par les 6 autres confessions. Et meurtre de Chama Kouété, les cours suspendus à l'université de Kinshasa ne vont reprendre qu'après l'inhumation du jeune étudiant, a décidé ainsi le comité de gestion. Hier, le chef de l'État avait rencontré le représentant des étudiants de la RDC. Et puis célébration ce jeudi de la journée nationale de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa a rappelé les impératifs d'une presse libre et autonome, notamment la diffusion des informations vraies et vérifiées. L'ASBL Initiative plus OLK s'ouvre désormais aux questions juridiques en favorisant l'accès aux plus démunis à la justice. Des consultations juridiques se feront gratuitement au sein de l'ASBL. Restez avec nous, la suite de l'actualité, c'est dans la revue de presse. Voilà, c'est une présentation signée Bédrine Kenge qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour Gaëtan Kbobrandi et merci. Merci. Ouvrons ce tour d'horizon, excusez-moi, de la presse avec ce sujet. Les violons ne s'accordent pas entre les confessions religieuses. Tout à fait Gaëtan, les confessions religieuses ne sont pas parvenues à choisir le président de la CENI depuis le mardi dernier. Les 6 confessions religieuses, composées notamment de l'église de Réveil musulmane et kimbanguiste, ont pu remplir leurs procès-verbaux et en le nom de leur candidat à ce poste qui devrait déposer hier au bureau de l'Assemblée nationale, qui ne passe pas du tout du côté de l'église catholique et de l'église du Christ au Congo. Et pour permettre aux hommes de l'église d'avoir un consensus autour de cette désignation, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, leur a accordé 2 jours pour transmettre les dossiers complets de leurs délégués à l'entérinement par l'Assemblée nationale, nous signale 7sur7.cd, étant donné que le délai de ces dépôts expire ce vendredi 30 juillet 2021 à minuit, renchérit ce site. La décision de Mbosso a été prise après avoir rencontré tour à tour les 2 camps, Gaëtan, et reprenant les propos de Dodo Kamba, président des églises de Réveil, à l'issue de leur échange avec le président de la Chambre basse du Parlement, Politico.cd, note qu'il a déclaré avoir déjà vidé la matière et ces questions de compléter le reste ensemble avec les autres. Dodo Kamba, je cite, « On ne recule pas, on a déjà terminé cette question, mais on est en train de regarder sur une direction qui nous permettra de nous mettre ensemble pour le reste du chemin à faire. » Fin de citation, et relayant la même information, Mediacongo.net s'inquiète du fait que le choix du président de la CENI, des membres du bureau et de la plénière de la centrale électorale ne cesse de diviser les parties prenantes. Si les pères spirituels sont divisés quant au choix de l'oiseau rare qui aura la lourde charge de succéder à Corneille Nangaa, le Front commun pour le Congo, à travers M. Raymond Tshibanda, président de la cellule de crise, estime qu'il est plus important de s'assurer que le processus de préparation
des dites élections est inclusif et bénéficie de la contribution de tous. Il rappelle donc une fois de plus l'impérieuse nécessité d'une concertation entre le gouvernement, l'opposition, société civile afin de dégager un plus large consensus autour de cette question des élections. Et de l'autre côté, actualité.cd cite Jean-Claude Kibala, cadre de Ensemble pour la République, qui déplore de son côté l'ingérence politique dans ce processus. Pour lui, cette situation peut être la source des conflits et des contestations après les résultats de prochaines élections prévues en 2023. Et pourtant, Gaëtan, la proposition de loi électorale de Lutundula votée par les deux chambres du Parlement et promulguée par le chef de l'État avait pour finalité d'éviter tous ces dérapages. Et autre sujet, en Tunisie, le coup de force du président Saïd continue de faire débat. Effectivement, et surtout après avoir tenu un discours hier qui n'a pas fourni aux Tunisiens le nom du prochain chef du gouvernement, à en croire RFI.fr. Mais Kais Saïed a préféré énoncer des mesures qui rappellent fortement son programme électoral de 2019. Les chefs de l'État tunisien a plutôt dénoncé les 13,5 millions de dinars, soit 4 millions d'euros volés par les hommes d'affaires corrompus sous la dictature, et leur proposer une forme de réconciliation. Gaëtan. Et d'un site à un autre, le point.fr Afrique écrit « La Tunisie attend une opération main propre » avant de pointer que c'est une situation à 1000% tunisienne, explique Selim Kara. Aucune analogie n'est envisageable avec l'Égypte. Kais Saïed a été élu démocratiquement pacifique de l'Égypte. L'armée tunisienne est légitimiste. Notre société civile a une maturité, poursuit-il. Il pointe également qu'un homme qui concentre tous les pouvoirs sans aucun contre-pouvoir, mais se donne un peu de temps pour constater si une guerre contre les élus corrompus est menée. Il précise aussi, fait notable, qu'on reprochait à Kais Saïed depuis son élection d'avoir observé depuis 2 ans la corruption sans la dénoncer, sans agir. Maintenant, il est passé à l'action. Et les coups de force de Saïed en Tunisie menacent aussi les intérêts turco-qataris, révèle cette fois-ci l'Orient-le-jour.com. Selon ces sites du Maghreb, 10 ans après le printemps arabe qui a porté au pouvoir le parti islamo-conservateur tunisien et proche des frères musulmans Ennahda, le Qatar et la Turquie ont plus que jamais les yeux rivés sur Tunis depuis les coups de force amorcés dimanche soir par Kais Saïed. Au cours d'une déclaration surprise, le président tunisien a annoncé les gels des activités du Parlement au sein duquel Ennahda est la principale formation avant de démettre ensuite les chefs du gouvernement et les ministres de la Défense de leurs fonctions et de s'arroger le pouvoir exécutif. Gaëtan. Si cette décision porte un coup à l'ordre institutionnel établi dans les sillages de la chite de Zine El Abidine Ben Ali en 2011, vous vous rappelez, qui a été suivie d'une transition démocratique, elle pourrait aussi renverser les pions stratégiquement placés par l'axe turco-qatari en Tunisie en vue d'élargir son influence dans la région. Pour preuve, Gaëtan, le média turc et qatari se sont empressés de dénoncer la mesure de la présidence de la Tunisie depuis les dimanches, chose qui a au contraire reconforté les Tunisiens qui veulent impatiemment voir le changement dans leur pays. Merci Bédine Kenge pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce jeudi. Merci à vous de ton Gaëtan. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.